est-ce que dans les cellules, il ne circulerait pas autre chose que la couleur des cheveux et des yeux, mais est-ce que les émotions vécues par des traumatismes non réglés pouvaient circuler? Je suis en compagnie de Natalio Vita, donc Natalio qui est docteur en biochimie et chercheur en biologie moléculaire. Des grands mots pour une science qui m'intéresse aujourd'hui parce que elle se rapproche, vient étoffer un outil avec lequel je travaille, donc qui est la psychogénéalogie. Et du coup, eh bien, Natalio, qui va devenir le parrain de la Fédération française de psychogénéalogie, est avec moi. Il était important pour moi de lui poser quelques questions pour que vous puissiez mieux comprendre et peut-être plus facilement le lien entre l'épigénétique et la psychogénéalogie. Donc, bonjour Natalio. Bonjour Véronique. Donc, Natalio, est-ce que tu peux nous expliquer, alors, de façon assez simple, je sais que c'est très compliqué, mais de façon assez simple, le lien que tu peux faire entre la science, l'épigénétique et la psychogénéalogie, qui est l'outil que je pratique depuis des années. Oui, bien sûr. Oui, on avait discuté depuis quelques mois. Et bon, pour être le plus simple possible, tout le monde connaît la génétique. Ça veut dire que la génétique, les premières expériences faites par Mendel et le siècle dernier, avec les petits pois qui poussaient d'une couleur de l'autre. Donc lui, il a pu mettre en évidence qu'il y avait des caractères génétiques qui pouvaient se transmettre de génération en génération. Et tout ça par le biais des molécules d'ADN qui étaient contenues dans les cellules, qui étaient contenues dans les noyaux de la cellule, et les chromosomes qui sont des particules qui sont dans les noyaux de la cellule faites par ces molécules d'ADN. Donc Mendel et ses collègues, ils ont établi une certaine caractéristique de la hérédité, de la descendance et de la génétique qui a été transmise, selon eux, à 100% par ces molécules d'ADN. Quelques années plus tard, dans les années 1940, un généticien anglais a démontré que certains caractères acquis d'une personne pouvaient être transmis aussi à sa descendance sans tenir compte des mutations dans l'ADN. Qu'est-ce que tu appelles caractère acquis? Un caractère acquis, c'est par exemple s'il y a une pression un stress sur un organisme, Oui. sans passer chez l'homme. Voyons les choses, par exemple, dans les cas des animaux de laboratoire. Oui. Donc, par exemple, un stress chez une souris, ces stress pouvaient modifier son génome sans aucune mutation dans l'ADN. Ça veut dire qu'il y a des modifications au niveau des protéines qui entourent l'ADN, ou certaines modifications chimiques, qui après puissent après être transmises à ses descendants. Et ça, c'était démontré très clairement dans les laboratoires jusqu'à la 3e ou 4e génération. Ok. Et donc, si je comprends bien, si je résume, donc un élément, alors là on parle des souris, on va parler après des hommes, mais une souris qui vit un traumatisme peut faire évoluer un gène, comme une cicatrice peut-être, et donc cette même cicatrice, c'est celle-ci qu'on peut retrouver sur plusieurs générations, si je veux simplifier. Tout à fait, D'accord. c'est ça. Et donc chez l'homme, à quel moment on a pu commencer à vérifier ces expériences? Est-ce qu'il y a eu? Il y a un fait incontournable chez l'homme et aussi chez les autres animaux que tout le monde sait. Toutes nos cellules
les cellules de la peau, les cellules sanguines, toutes nos cellules ont le même génome. Oui. Parce qu'on part d'un embryon et à partir de là, les cellules se multiplient et ils commencent après leur chemin. Pourquoi, si on a toutes les cellules ont le même génome, la cellule musculaire est différente à la cellule du cerveau, aux neurones. Et c'est ça qui a ouvert la voie de l'épigénétique. C'était le fait que pendant l'évolution, pendant l'embryogenèse et la formation des tissus, il y a des signaux qui ne sont pas des signaux de stress, comme je viens de dire avec la souris, mais sont des signaux biochimiques qui font qu'un gène soit exprimé et pas l'autre. Et c'est ça qui a donné origine, en quelque sorte, à l'épigénétique. D'accord. Cette idée. Alors, pour répondre à ta question, pour aller un peu plus loin, chez l'homme, il y a eu des expériences, des résultats montrés par différents auteurs dans la littérature, en tenant compte, par exemple, des populations qui ont suivi un stress trop important, et par exemple au moment de l'Holocauste, ils ont vu que les descendants de ces personnes ayant vécu ce stress et ce trauma trop important développaient après certaines caractéristiques de ses ancêtres sans avoir vécu le même stress. Oui, ça me fait penser à Nancelin Schutzenberger, qui était la première en fait à parler de psychogénéalogie et qui disait qu'il était la première à avoir remarqué que les descendants des personnes qui avaient vécu la guerre, qui eux-mêmes n'avaient pas du tout vécu de guerre et de traumatisme par rapport à cela, souvent avaient des peurs, par exemple peur de manquer de nourriture ou peur de ne pas avoir un toit sur la tête. En fait, et dans leurs ancêtres, chez leurs ancêtres, il y avait souvent des gens qui avaient vécu la famine, qui avaient été jetés dehors de chez eux, et en fait, ça a été une des premières à se rendre compte, bon, c'était hypothétique et expérimental au niveau de la famille, mais elle s'est rendue compte assez rapidement que eh bien, on pouvait porter, en tout cas, il y avait des gens qui portaient des répercussions de traumatisme qu'eux-mêmes n'avaient pas vécu. Donc, en fait, au départ, c'était hypothétique, mais justement, est-ce que dans les cellules, il ne circulerait pas autre chose que la couleur des cheveux et des yeux, mais est-ce que les émotions vécues par des traumatismes non réglés pouvaient circuler? Et a priori, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que oui, Oui, scientifiquement. ce que tu dis, c'est important. Et ça, c'était en science, on fonctionne comme ça. Et tu as bien parlé d'une observation. Donc, l'observation, c'était ça, c'était le sentiment de cette personne. Mais après, cette observation a été renforcée par les études biochimiques et qui ont pu démontrer que ces personnes ayant vécu ces problèmes avaient changé un peu leur génome, mais pas par mutation de l'ADN, sinon par l'incorporation des autres molécules chimiques au niveau des protéines ou au niveau de la méthylation de l'ADN. Et ces modifications, après, ont été trouvées chez ces enfants et chez ces petits-enfants. D'accord. J'avais vu aussi un reportage sur des jumeaux justement monozygotes, orphelins, qui avaient été élevés par deux familles différentes et qui du coup, au bout de quelques années, étaient eux physiquement complètement différents. Un avait développé une pathologie et pas l'autre. Et justement, je crois qu'il y avait eu une analyse, puisque les jumeaux monozygotes, si je ne me trompe pas, ont le même génome à la naissance. Et donc, il avait été prouvé, en tout cas scientifiquement, qu'à un moment donné, ils n'avaient plus le même génome. Oui. Donc en fait, on avait parlé, alors tu vas pouvoir me dire si j'ai bien appris la leçon, on avait parlé du fait que les gènes pouvaient être modifiés par l'extérieur, par en fait l'entourage ou ce que vivait la personne, qui pouvait avoir une influence sur le gène. Est-ce que ça c'est quelque chose qui... Oui, il peut avoir une influence pas sur la séquence de l'ADN. Oui. Parce que là, comme tu viens de dire,
l'ADN est le même Oui, dans les jumeaux homozygotes, mais par contre, ces modifications chimiques associées aux protéines qui sont dans l'ADN oui, ou des modifications chimiques directes sur l'ADN sans mutation puissent faire que certains gènes soient exprimés dans un des jumeaux et pas dans l'autre. Et ça explique pourquoi, avec le même génome, on oui. peut avoir deux phénotypes différents. D'accord. Donc ça aussi, c'est très intéressant. En fait, on se rend compte qu'effectivement, en fait, on ne meurt pas comme on est. Exactement. Hein, voilà, on a une évolution toute notre vie de par notre vécu et de par nos événements, les traumatismes, et du coup qui peuvent circuler de génération en génération. Donc du coup, moi, quand je t'entends, je me dis que l'outil psychogénéalogie prend tout son sens parce que parfois, moi, je rencontre des personnes qui portent des fonctionnements ou des émotions alors qu'ils me disent je ne comprends pas, je suis toujours en colère alors que j'ai pas de raison d'être en colère, je suis toujours triste alors que j'ai aucune raison d'être triste. Est-ce que tu penses, toi, que effectivement ça peut s'expliquer parce qu'il y a des émotions de traumatisme non résolues qui circulent à travers les générations et qui peuvent se répercuter? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de logique? Moi, je pense qu'avec toute cette base scientifique qu'on a maintenant au niveau, avec les études chez les animaux et certaines études chez l'homme, c'est complètement logique d'aller chercher et trouver des explications des problèmes de certaines personnes d'aujourd'hui en regardant ce qui s'est passé avec ses ancêtres. Ben, c'est fabuleux, c'est un cadeau exceptionnel que tu me fais parce que c'est vrai que la psychogénéalogie qui a été hypothétique pendant des années commence aujourd'hui sous certains aspects à être comprise et puis peut-être allez, prouvée scientifiquement chez certaines personnes et enfin en tout cas pour moi c'est une grande avancée et je pense qu'effectivement pour mieux se connaître aujourd'hui c'est bien d'aller chercher ce qui s'est passé hier. Alors, on dit beaucoup qu'il ne faut pas vivre avec le passé, et j'en suis complètement consciente et d'accord. Hein, on vit en avançant vers l'avenir, mais je pense que pour mieux se comprendre et pour mieux comprendre nos mal-être et nos blocages, il est parfois fondamental d'aller chercher ce qui s'est passé chez nos ancêtres. Et puis on vient de guerre, on vient de traumatisme, et tout ce qu'ont vécu nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents. On peut créer On les des... porte avec nous. On les porte avec nous, on peut créer des cicatrices. Je te remercie beaucoup, C'est moi qui te Natalio. remercie.